Salut, c'est moi. On m'a demandé dans la FAQ pourquoi la turbine faisait ce bruit caractéristique. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'en faire une vidéo à part entière. On va regarder ce qui se passe précisément. Alors dans la turbine, tu as la couronne planétaire qui fait la circonférence. Tu as 3 satellites et au milieu, c'est le pignon planétaire qui entraîne l'axe de la turbine. On appelle ça un train épicycloïdal. Donc on a le vilebrequin qui tourne à approximativement 14 000 tours minute. Ce vilebrequin, il entraîne la première couronne à approximativement 16 000 tours minute. C'est la première démultiplication. Ensuite, par le biais d'une chaîne, est entraîné un deuxième pignon qui entraîne le train épicycloïdal. Et cette démultiplication finale entraîne la turbine à approximativement 130 000 tours minute. Même si la turbine du H2SX et ses démultiplications ont été légèrement modifiées, le fonctionnement est identique. Alors le fonctionnement est tout simple. Ici tu as la boîte à air. En dessous, tu as l'entrée d'air de la turbine. Alors sur le côté, tu as l'admission d'air. Ici c'est le filtre à air. Filtre à air. Derrière, tu as la turbine. Donc la turbine, elle aspire l'air. L'air, il est poussé sous pression. Donc contrairement à un carburateur, enfin un fonctionnement de moteur normal dit atmosphérique, l'atmosphérique, il fonctionne par aspiration. Ça, la suralimentation, ça fonctionne par pression. C'est-à-dire que l'air va arriver sous pression dans la boîte à air. Donc je schématise la pression comme ceci. Donc dans un moteur atmosphérique, je représente un cylindre. Avec sa chambre de combustion. Ça, c'est le remplissage maximum du cylindre. Et tout ce volume, quand le piston remonte, il va être compressé. Donc dans un moteur Atmo, le volume de remplissage maximum s'arrête à la cylindrée. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que la cylindrée, rapport volumétrique et tout ça, ils vont aller voir ma vidéo que j'ai déjà faite. Volume maximal de remplissage, moteur atmosphérique, c'est la cylindrée, ça s'arrête là. Il peut y avoir un petit peu plus de remplissage grâce à l'air forcé. L'air forcé, c'est le manchon qui se trouve devant la moto, avec la pression de la vitesse de la moto, c'est-à-dire au-delà de 200 km/h, il commence à y avoir une pression sur le nez de la moto. Cette pression rentre dans le canal d'admission qui se situe devant et vient faire une surpression dans la boîte à air. Mais c'est minime. Maintenant, si je prends le cas d'un moteur compressé, qu'est-ce qui se passe? La suralimentation, ça fait rentrer la pression de l'air en barre. Alors la pression atmosphérique, si je ne suralimente pas, je suis en pression atmosphérique. La pression atmosphérique, elle est d'à peu près 1000 hectopascales, qui correspond à peu près à 1 bar. Donc je te pose une question. Quand je monte un pneu sur une jante, le pneu il est en place sur la jante. J'ai pas encore gonflé, mais il y a de l'air dans ce pneu. Donc à combien est la pression de ce pneu? Puisque la pression ambiante c'est 1 bar. La réponse c'est 0 bar. Parce que dans les turbos, on parle de pression de suralimentation. C'est-à-dire que pour avoir 1 bar dans un volume, il faut qu'il y ait 2 fois son espace. C'est-à-dire que dans un contenant
Je vais prendre mon pneu. Si dedans la pression est la même qu'à l'extérieur, parce que la pression c'est une différence, tu vois. La pression on va venir appuyer ici, mais la pression extérieure elle appuie ici aussi. Donc si à l'intérieur je suis à la pression atmosphérique et qu'à l'extérieur c'est la pression atmosphérique, s'il n'y a pas de vide à l'intérieur et qu'il n'y a pas de pression à l'extérieur, les deux s'annulent, il y a zéro. Par contre, si à l'intérieur de mon pneu, je remets, alors à l'intérieur, il y a une fois son volume, on va dire qu'il est de 100 litres, c'est complètement aléatoire hein, ce que je donne comme numéro, comme chiffre. On va dire qu'à l'intérieur, j'ai mis 100 litres d'air. Donc il y a déjà 100 litres d'air à la pression atmosphérique. Quand tu prends un verre avant de mettre de l'eau, il est déjà rempli d'air. Donc mon pneu était déjà rempli d'air à pression atmosphérique. Maintenant pour qu'il y ait un bar, il faut que je rajoute 100 litres. Les deuxièmes 100 litres vont appuyer plus fort. Et la différence entre l'extérieur et l'intérieur va me donner un bar. Alors cette pression atmosphérique, elle change tous les jours, ce qui donne des variations de météo. Donc le fait que ça varie, ça peut jouer un peu sur la pression du pneu. Mais pas beaucoup, mais c'est juste pour te le signifier. Alors sur ma H2SX, je ne vais jamais dans la zone rouge. Mais quand je suis à 12 000 tours minute, je suis à 290 km/h, compteur. Et j'ai regardé, sur le compteur, tu as la possibilité de voir le pourcentage du boost. Alors je pense que pour eux, le pourcentage du boost, c'est la pression du turbo. Donc quand tu es à 0 tour minute, que tu n'as pas démarré le moteur, le boost, il est à 100%. Il est à la pression atmosphérique. Quand je suis à 12 000 tours, que je suis à 290 km/h, le boost, il est à peu près à 200%. C'est-à-dire qu'il est à 2 fois la pression atmosphérique. Donc soit un bar. Tu commences à faire pour un turbo. Donc étant donné que c'est une cylindrée de 998 cm3, tu vas par cylindrée unitaire, on va arrondir, 250 cm3. Donc si j'étais en moteur atmosphérique, le remplissage maximum, alors tout ça c'est de la théorie, hein, parce que bien sûr avec la dynamique des fluides, tout ça, c'est pas exactement ce qui se passe, mais la théorie c'est ça. Maintenant, vu qu'à 12 000 tours minute, j'envoie un bar de pression, donc j'ai mes 250 premiers cm3 plus 250 cm3. Donc là, je passe à la cylindrée unitaire de 500 cm3. Donc 500 x 4, j'ai 4 cylindres dans ma moto. Je me retrouve, au lieu des 1000 cm3, je me retrouve avec un moteur de 2000 cm3. Grâce à la suralimentation, j'ai non seulement un petit moteur, mais à pleine charge, j'ai un gros moteur, avec toute la puissance qui en découle. Tu es obligé dans un moteur suralimenté de descendre le taux de compression. Parce qu'imagine-toi bien qu'avec autant de compression, si tu étais resté à la base à une moto de compétition, enfin une moto sportive je veux dire, qui peut atteindre les 13 pour 1, avec cette pression là, tu aurais déjà tout pété. Donc sur celle-ci, ils ont descendu le taux de compression à 11,2 pour 1. C'est déjà pas mal élevé parce que normalement on descend jusqu'à 8,9. Donc moi j'avais suggéré dans la réponse à la question que quand l'air était aspiré, qu'il y avait de la pression, au moment où ça sifflait, c'est parce que l'air revenait en arrière. La pression n'étant plus distribuée dans les cylindres, puisque tu fermes le papillon, elle ressort de l'autre côté. Alors c'est pas ce qui se passe.
Alors effectivement, il y a trop de pression qu'il faut éliminer. Alors pour l'éliminer, on met une dump valve. Alors on appelle ça une dump valve ou blow off. Alors elle sert à éliminer le surplus de pression. Alors sur le H2SX, elle est située en haut à droite sur la boîte à air avec une valve de purge. Alors la valve de purge, elle a 3 durites. Il y en a une. Alors en dessous de la boîte à air, tu as l'admission. Je représente le corps de papillon, tu t'imagines bien, il est en dessous. La rampe quoi, la rampe d'injection, elle est sous la boîte à air. Alors là j'en fais dépasser un morceau. Donc il y a une durite qui va sur l'admission. Ici c'est le capteur de dépression. Il y en a une qui va sur la boîte à air et il y en a une qui va sur la dump valve. Et cette sonde, elle est branchée en 12 volts. Elle est commandée par le CU. Donc cette valve de purge, c'est elle qui va donner l'information pour purger la surpression. Donc dans ton admission, tu as le papillon. Alors quand tu ouvres ton papillon, tu vois le papillon, il fait ça, fermé, ouvert. Quand tu ouvres ton papillon, tu as toute la pression du dessus qui est poussée dans le cylindre. Par contre, quand tu vas couper les gaz, passer un rapport ou décélérer, les papillons se ferment. Donc toute la pression qui s'était accumulée dans la boîte à air, elle ne peut plus passer. Donc ici, par contre, le piston, il continue à tourner, puisque ton moteur il est toujours démarré. C'est ton frein moteur. Donc le piston, ici le piston il continue à aspirer, ici il crée une dépression. Et en haut c'est la pression. C'est la pression que tu vois là. Vu que la turbine, elle est actionnée par une chaîne, et que le moteur continue à tourner, la turbine continue à envoyer de l'air. Donc la pression qui est ici, il faut l'annuler. Parce que sinon, elle va revenir en arrière. Et si elle revient en arrière, bah une hélice, quand elle tourne dans un sens, elle envoie de l'air dans un sens. Mais si tu lui envoies de l'air dans l'autre sens, elle va vouloir tourner dans l'autre sens. Donc ça la freine. Et cette force contre-motrice, ça c'est pas bon. Et c'est pour ça que la dump valve rentre en action. Là tu as le capteur de la valve de purge qui détecte que la pression n'est plus la même entre le dessus et le dessous. Il ordonne à la dump valve de s'ouvrir. Et là tu as la dump valve qui s'ouvre. Donc ça fait un petit pshhh comme ça, qu'on n'entend pas beaucoup, parce que dans cette moto, l'air n'est pas renvoyé dehors. Elle est branchée à la boîte à air. Elle revient à la boîte à air. Et une fois que la pression du dessus et du dessous s'est équilibrée, la dump valve se referme. Alors pourquoi elle fait du bruit? Alors ça c'est lié à la contre-rotation. Alors dans ta moto quand tu roules, alors tu as ton embrayage. Alors l'embrayage, il entraîne l'arbre primaire de boîte. Donc le sens de la marche est par ici. L'embrayage, il va tourner par là. Donc ton arbre de boîte tourne par là. L'arbre secondaire, il va tourner comme ça. L'arbre secondaire, il entraîne ton pignon de sortie de boîte. Il entraîne la chaîne. La chaîne entraîne la couronne qui entraîne la roue, qui tourne dans ce sens-là, et qui fait avancer le véhicule. Alors dans le cas où c'est le moteur qui fait tourner la roue, alors ça c'est le pignon de sortie de boîte, ça c'est la roue. Dans le cas où c'est ton moteur qui t'entraîne, tu as le brin de la chaîne au-dessus qui est tendu, et la chaîne, le brin de la chaîne en dessous qui est détendu. Par contre, quand tu arrêtes d'accélérer avec ton moteur et que tu te sers du frein moteur, c'est-à-dire que c'est ta roue, alors ton véhicule continue à avancer, mais tu es freiné par ta roue. Donc là c'est l'inverse qui se produit. C'est le brin du dessous qui est tendu, et le brin du dessus qui est tout détendu. Il frotte contre le bras oscillant. C'est pour ça que sur le bras oscillant,
tu as un guide de chaîne. Donc ce phénomène-là, il n'est pas très bon en mécanique. Tu vois, par exemple, ta chaîne de distribution, tu as tes deux arbres à cam qui vont tourner dans ce sens-là. Ici, tu as ton vilebrequin, donc il tourne comme ça. Ici, la chaîne, elle va être tendue. Ici, ça va être le brin qui est mou. Et là, il va y avoir ton tendeur de chaîne. Tant que tu es en traction avec ton moteur, ici, ça reste détendu. À partir du moment où tu vas faire une force contre-motrice sur cette chaîne, tu vas venir forcer sur le tendeur de distribution. C'est pour ça que la plupart des moteurs, ils ont sur certains côtés, ils ont des vis à pas inversées. C'est pour, quand tu forces sur la vis, tu viens pas forcer sur la chaîne de distribution. Mais pour éviter une usure de la chaîne de distribution et de tous les périphériques, il vaut mieux utiliser les freins. Ce bruit, il n'arrive pas tout le temps. Il arrive quand tu es haut dans les tours. Alors, ça veut dire quand le compresseur il est en charge. Quand tu es en décélération soudaine, c'est-à-dire soit tu étais haut dans les tours, tu as coupé soudainement les gaz, ou alors tu passes les vitesses avec l'embrayage. C'est-à-dire que quand tu passes l'embrayage, tu es obligé de relâcher les gaz. Donc tu relâches les gaz, ça siffle, tu passes ta vitesse, tu réaccélères, ça s'arrête de siffler. Et quand tu es stabilisé à un régime haut dans les tours. Donc souviens-toi, j'avais fait une vidéo où je donnais un petit peu mon avis sur la moto. Et je disais que parfois j'entendais un bruit de clochette. Et que quand j'étais à un régime stabilisé, c'est-à-dire que ni en traction ni en décélération, vraiment stabilisé, j'entendais un petit bruit bizarre. Si jamais tu fais un freinage d'urgence en laissant une vitesse engagée, admettons tu es en 6e, tu fais un freinage d'urgence, tu freines et de l'avant et de l'arrière, tu sais ce qui se passe? Moi je le sais, ça m'est déjà arrivé, il se passe ça dans la boîte. C'est-à-dire que comme la moto elle avance, mais en même temps la roue arrière est freinée, donc les crabouts ils tapent d'un côté, ils tapent de l'autre. Quand j'ai vérifié le jeu sur ma turbine, j'ai constaté qu'elle avait un jeu en rotation comme ça. Un léger jeu. Comme les gaz, avant que la dump valve s'ouvre, poussent dans l'autre sens, la turbine elle est freinée, et comme c'est une turbine taillée dans un bloc d'aluminium ultra fin, j'ai touché les pales de la turbine, elles sont vraiment toutes légères, toutes fines. Qu'est-ce qui se passe quand une pièce est en aluminium et qu'elle est fine? Elle vibre. Donc le bruit caractéristique vient de la vibration de la turbine. Et comme on sait qu'une vibration c'est pas bon pour le moteur, faire en sorte que la turbine siffle tout le temps, pour s'amuser ou parce qu'on trouve ça sympa, ça l'abîme. Donc il est plutôt conseillé quand tu es dans les hauts régimes de passer les vitesses avec le shifter et d'éviter pour ralentir des décélérations soudaines et plutôt se servir du frein. D'ailleurs c'est ce que j'ai constaté sur ma chaîne de distribution. Moi avec ma moto j'ai toujours fait des gros coups de gaz pour les décélérations, utiliser le frein moteur. Et au final, ma chaîne de distribution, elle n'avait pas très bien aimé. Donc, vaut mieux remplacer les plaquettes que user le moteur. Le fait que la dump valve décharge la pression, il n'y a plus cette contre-poussée sur la turbine, ça ne la freine plus et le bruit s'arrête. D'ailleurs, la turbine du H2SX fait beaucoup moins de bruit. Non seulement elle a été modifiée pour une question de remplissage, parce que la H2SX consomme beaucoup moins d'essence que la H2, mais pour au final faire le même nombre de chevaux. Donc ça doit être possible pour la protéger. Moins ça vibre, moins ça l'use. Et Kawasaki préconise la vérification du jeu à la turbine tous les 12 000 km. Pour rendre plus puissant un H2, tu changes la démultiplication de la turbine. Tu mets dans la boîte à air un intercouleur. C'est un radiateur qui va te permettre d'avoir l'air admis plus frais, parce que l'air chaud ça fait perdre de la puissance. Et comme il va y avoir plus de pression dans la boîte à air, la dump valve, il faut qu'elle résiste à cette surpression. Donc on va la remplacer par une dump valve qui supporte de plus grosses charges. À bientôt.